Voilà. Donc nous sommes chez Jean-Marie Le Pelletier, à Nantes, et nous allons évoquer son parcours, sa carrière, ses tribulations par rapport à l'astrologie, son écriture. Alors on se connaît depuis plus de 30 ans, puisque on s'est retrouvés notamment à Limbin en 78, à l'université d'été, et puis on avait des... Tu étais à l'époque avec Jean Houillou, Jean-Charles Pichon, voilà. Et donc c'était mémorable. Il y avait eu des tables rondes le soir, des ateliers l'après-midi. Enfin c'était une bonne réussite. Et puis les gens venaient de loin. Enfin je veux dire, t'étais pas venu. Enfin il y a des trucs. Tu étais venu aussi au fameux colloque sur l'astrologie et sciences. Oui. Du musée Guimet avec Nicolas ça avait fait et Gauquelin. Mon intervention avait fait des remous. Alors, c'était quoi ton intervention, justement? Eh bien, à l'époque, j'avais démontré que la volonté scientifique, que l'idéologie scientifique se prenait, non pas pour une idéologie, elle se prenait pour la vérité même, alors qu'elle n'est qu'une idéologie dominante. Et donc une idéologie par rapport à laquelle il faut prendre énormément de recul. Nietzsche a dit en 1885 que le XXe siècle sera un siècle de terreur et de massacre, et la science y présidera. Quelque chose de prophétique. Alors, il y avait dans la salle pas mal d'astrologues qui se voulaient scientifiques, ça les a révulsés. Et il y avait une dame qui était un peu voyante qui m'a dit, voilà, j'ai senti que ça montait dans la salle, ça a atteint un niveau là, de tension. Insupportable. Mais ça m'a donné l'occasion de rencontrer de Strasbourg, cette dame de Strasbourg qui tenait la Michel Beck, qui publiait Pichon. Oui, qui du coup m'a repéré, et j'ai travaillé avec elle après. Bon. Ah oui, Elisabeth Michelbeck, oui. Oui. Ah oui, j'ai travaillé avec elle beaucoup, j'ai reçu à Lorient, je vais la voir à Strasbourg. Ah bah oui, mais tout à fait. Alors justement, on va évoquer, puisque c'est quand même un point important, les fameuses journées de Guidel. Ah oui. Qui sont un petit peu, moi j'avais l'impression de ne pas les avoir, manquées. Alors on va rendre justice à l'occasion de cet entretien à ces journées de Guidel, dont tu as peut-être encore des papiers. Oui, bien sûr. Les filmer, les présenter. Bien sûr, j'en ai un là tout de suite. Voilà. Donc les fameuses journées de Guidel. Voilà, c'est séminaire de cosmologie et rencontres de Guidel, août 1987. Il y en a eu pendant longtemps. Bretagne, Côte-Sud, du 24 au 29 août. Guidel, Morbihan. Et ça, c'est une photo du site de Guidel. Qui est à la frontière du Morbihan et du Finistère. Voilà. D'accord. Donc, alors, qu'est-ce qui se passait? Alors là, est-ce qu'on a la liste, par exemple, des gens Oui, bien sûr. Ça se passait donc au mois d'août. Oui, alors le matin, il y avait donc des séminaires d'astronomie symbolique. Le mot n'avait pas encore été trouvé, mais enfin, c'était ça. C'est-à-dire, c'est un mélange d'astrologie et d'astronomie. Et puis l'après-midi, on faisait venir des conférenciers. Et l'après-midi et le soir. Donc là, il y avait Hélène Bénichou. Alors surtout, c'était en fait la cheville ouvrière, c'était moi-même, et Alain Le Goff. Oui, que j'ai bien connu, qui venait d'ailleurs à Marjolaine. Oui, c'est ça. Donc là, on avait une intervention du professeur Bernard Herzog sur l'imaginaire cancéreux. Jacques Dago, docteur et sciences, chercheur au CNRS, notre réel est-il réel, etc. Jean-Charles Pichon qui était invité à chaque fois. L'homme et les mythes, le cercle et la croix, Jean-Charles Pichon qui a fait une préface. Oui, dans mes livres, Mathématiques et Nature. Bernard Ampère. Et puis Agnès Boussard-Lacourly qui organise à la même époque un congrès, qui a organisé un congrès en 85. Et donc Elisabeth Michelbeck, c'était les beaux linges. C'était les beaux linges, et c'était très convivial. Tout le monde a un souvenir ravi de ce...
fin août au bord de la mer. Et ça a continué jusqu'en 86. Oh, ça a dû durer de 85 à 90, je crois. Oui. Et tu as pris des photos de cette époque, des enregistrements? J'en ai, mais je ne sais plus où ils sont. Ah oui, il faudrait les retrouver. Et donc tu faisais appel à des non-astrologues aussi, évidemment. Oui, oui, c'est-à-dire que le matin, on va dire que le matin c'était astrologique, et que l'après-midi c'était multiculturel. Oui. Hein, ouverture cosmique, ouverture cosmologique, quoi. Très bien. Et alors, qu'est-ce qui a découlé de ces rencontres? Est-ce qu'il y avait des débats, des tables rondes? Ah oui. Est-ce qu'il y a eu un travail de faire? Alors, ça répondait à ce dans quoi moi j'étais plongé, c'est-à-dire que moi j'ai découvert l'astrologie assez tard, en 75 ou 76. Ah oui. C'est assez tard. Hein. D'accord. Et alors je me suis plongé dans l'astrologie jusqu'en 80. À l'époque, j'avais lu tout ce qui était paru en astrologie, en librairie, ce qui serait impossible maintenant, évidemment, des choses mais à l'époque, c'était encore, 75, c'était encore, il y avait Gauquelin, Nicolas, Barbeau, c'était, et puis, donc après avoir plongé dans l'astrologie, l'avoir pratiqué, fait des consultations, j'ai voulu passer toute la pensée astrologique au crible de l'astronomie. Oui. J'ai créé l'association d'astronomie du Morbihan. Hein. Parce que tu avais déjà un bagage astronomique? Non, tout acquis. Je n'avais aucune connaissance astronomique, mais je me suis dit, voilà. je me suis dit, il faut passer au crible de l'astronomie toute la pensée astrologique. Donc je me suis mis à l'astronomie, dans le but de passer, donc comme je viens de dire, de passer les concepts astrologiques, de les passer au fer et au feu de l'astronomie. Et c'est ça qui a inspiré les rencontres de Guilherme. Ah bon? C'est ça qui a inspiré. Alors le soir, donc le matin, c'était, on va dire, séminaire d'astrologie au sens large du terme. L'après-midi, rencontre interculturelle. Le soir, c'était un repas très convivial, bien organisé. Et observation du ciel. Observation du ciel à l'œil nu. Alors c'était fin août, donc par exemple on voyait la constellation du Scorpion se coucher, qui est la plus belle, qui pour moi est la plus belle des constellations. Je la préfère à la constellation du Lion, malgré Régulus. Mais moi celle du... D'ailleurs les Chinois l'appellent le dragon. Alors dans l'astronomie occidentale, il y a un dragon. Il y a une constellation dragon. Mais chez les Chinois, la constellation du dragon, c'est notre constellation du Scorpion. Et il faut dire au passage que le dragon est dans l'imaginaire chinois l'animal le plus bienfaisant. Contrairement à l'imaginaire occidental, c'est très curieux. D'ailleurs, la fête du Tête, on promène le dragon. Et ceux qui sont nés, hélas comme moi, ou tant mieux comme moi, à l'année du dragon, sont considérés comme des êtres bénis des dieux. Béni du ciel, parce que Dieu n'existe, le concept de Dieu n'existe pas dans la langue chinoise. L'empereur était fils du ciel. Dieu. Et donc cette astrologie, alors finalement, qu'est-ce qui a été ce crible? Ça a conduit à un élagage de l'astrologie? Tout à fait, un élagage complet. Il y a pas mal de concepts astrologiques qui sont tombés comme des fétus de paille n'ayant aucune valeur. Par exemple? L'ascendant. Oui, c'est ce que j'allais dire. L'ascendant. Mais par contre, je ne dis pas que l'ascendant n'a pas d'importance, c'est le pivot du thème. C'est le pivot du thème. Ce qui est tombé comme un fétu de paille, comme une billevesée, c'est l'importance que les astrologues donnent à l'ascendant. Oui, l'ascendant. C'est ça. Mais l'ascendant est fondamental, c'est la charnière d'un thème. Hein. Donc, en tant que charnière du thème, on ne peut pas se passer du point ascendant. Mais de ce point ascendant, en faire symboliquement, et du signe ascendant, en faire chez la plupart des astrologues une réalité plus forte que le signe solaire, pour moi, c'est ridicule. Oui, c'est totalement ridicule. C'est vraiment s'enfoncer le doigt. On a vraiment le doigt dans l'œil jusqu'au coude. On a fait une énorme promotion dans les années 50, 60, avec André Barbeau, les petits bouquins sur le zodiaque. Alors vous savez, une horloge cassée donne l'heure juste 2 fois par jour. Hein, et quelquefois, le signe ascendant peut correspondre. Oui. Hein, si par exemple je suis né en juin et que je suis des signes solaires Gémeaux, comme Mercure ne s'écarte jamais trop du Soleil, il se peut que Mercure soit pris à l'ascendant.
Et donc, je serai très Gémeaux, mais non pas parce que je suis né au Gémeaux, mais parce que je suis né avec un Mercure à l'ascendant. Donc c'est Mercure qui me fait Gémeaux, mais c'est pas le signe Gémeaux qui me fait Gémeaux. L'exemple que je cite toujours, c'est Gérard Philippe qui pour moi représente dans le fameux film avec Gina Lollobrigida, Fanfan la Tulipe. Oui. Ben, Fanfan la Tulipe, c'est le Gémeaux l'état pur. Absolument, oui, je me souviens. Gérard Philippe est Sagittaire. Donc effectivement, il est très difficile d'isoler les facteurs dans le thème. On ne sait pas. Il y a tellement... Non, c'est pas difficile. C'est idiot. Oui. C'est idiot. On ne peut pas. Il y a tellement d'interactions qu'on ne peut pas dire c'est cet élément-là qui a joué. C'est Il idiot. y a toujours une autre explication possible. C'est idiot. C'est méthodologiquement parlant, primaire, enfantin. Mais là, ça pose la question de savoir comment est né le savoir astrologique. S'il est tellement difficile d'isoler la signification d'un facteur, alors de ce point de vue-là, j'ai décidé très arrêté, encore que je suis prêt toujours à en changer. Je parle des ennemis de l'astrologie. Par exemple, un astronome comme Braic, que je trouve très brillant, très intéressant. Braic, il est monté contre l'astrologie. Oui, je connais bien Braic, il y a eu un débat avec lui. Qui a découvert les anneaux de Neptune, qui sont analogues aux anneaux de Saturne. C'est un homme et un savant que je respecte. Cela dit, chacun a ses petits défauts. Hein. Nobody is perfect. Et alors, il a une grippe contre l'astrologie et il n'achète aucun journal qui a une rubrique astrologique. Hein. Eh bien, que voulais-je dire? On parlait de la question de comment le savoir astrologique s'est constitué, s'est élaboré. Les ennemis de l'astrologie, il y en a beaucoup, ont un grand tort. C'est que, comme disait Jean-Charles Pichon, ce qui dure des siècles et des millénaires recouvre forcément quelque chose de valable. Le temps fait que les choses deviennent réelles. Voilà, le temps ne respecte pas les choses qui se font sans lui. On va dire, l'astrologie existe depuis 4000 ans, on va dire, voire 5000, et elle est toujours là. Eh bien, c'est comme les pyramides d'Égypte. Hein, c'est une des merveilles du monde. Qui est une des merveilles du monde. Et cela dit, on n'a pas le secret, secret des pyramides. Eh bien, mais elles sont là. Eh bien, je dirais qu'on n'a pas le secret de l'astrologie, encore que, alors, je vais être hyper prétentieux. Oui. Je vais être hyper prétentieux, oui, bon, mais j'assume. Moi, j'ai le secret. Oui. Parce que la modestie, c'est l'orgueil qui prend l'escalier de service. Je ne prends pas l'escalier de service, je prends carrément les marches du Festival de Cannes. Oui, bien sûr. Eh bien, quelque chose qui dure depuis 5000 ans, il y a forcément quelque chose. Mais ce quelque chose peut brûler les doigts. Puisque c'est fondamental. Et donc l'astrologie classique, courante, sert de capsule étanche pour empêcher qu'on se brûle les doigts à cette vérité. Je te donne ce livre, je ne sais pas si tu l'as déjà eu, ce guide astrologique. Donc je te le donne, donc il y a une notice sur toi, on parle je rencontre des guidages. Ah oui. J'avais... Oui, très bien, oui. Non, mais je le passe en passant. Ah, merci. Et donc, dans cet ouvrage, le petit ouvrage d'où Victor Hugo tenait son génie littéraire, tu exposes tes idées sur l'astrologie, en fait. Sur la façon d'interpréter un thème natal, qui n'a strictement l'interprétation n'a strictement rien à voir avec la façon dont les astrologues... Et tu prouves qu'on peut, même avec ta méthode à toi, on peut quand même arriver à cerner le personnage de Victor Hugo. Ah oui. Mais pas avec les mêmes moyens. Pas du tout avec les mêmes moyens. Je me sers ni des signes, ni du signe solaire, ni du signe ascendant. Voilà. Alors comment est-ce que parce que c'est une façon d'entrer en matière, alors comment procède-t-on? Donc cette astrologie qui est passée, comme tu dis, au crible de l'astronomie. Le signe solaire, pour toi, mais pourquoi est-ce que le signe solaire a-t-il été également évacué? C'est pas pour les mêmes raisons que pour l'ascendant? Non, ce n'est pas pour les mêmes raisons. Non, ce qu'il faut voir, c'est nous sommes, il est courant de dire que nous sommes, que la Terre est notre mère et que nous sommes les fils de la Terre, Gaïa. C'est pas exact, tout à fait. Nous sommes les fils du système solaire. Le système solaire est une grosse orange qui est perdue dans le ciel, dans la galaxie,
il est très isolé, puisque l'étoile la plus proche, Alpha Proxima du Centaure, est à 3,4 années-lumière. Donc nous sommes très, très isolés. Et le système solaire se caractérise par une profonde solidarité et un grand isolement. Et donc nous ne naissons pas sur la Terre, nous naissons dans le système solaire. Et le système solaire est caractérisé par un faisceau de force décrit par Newton, la force gravitationnelle. Et donc à un moment t donné, il y a ce que j'appelle le moment planétaire. Chaque site sur la Terre est soumis à un moment planétaire, ce qui est un moment qui est le fruit de l'interaction permanente de toutes les planètes. Et des astres, soleil et lune. Ce qui explique que les marées sont différentes suivant l'endroit où on se trouve. C'est-à-dire que le moment planétaire est différent suivant le lieu où l'on est. C'est ce que j'appelle un site fondamental, un topos. Chaque topos est soumis à l'interaction de tout le système solaire. Alors, pour les marées, la Lune, c'est 2 tiers la Lune est pour 2 tiers dans les marées, le Soleil 1 tiers, mais toutes les planètes, y compris Saturne, toutes les autres, interviennent dans les marées, ce qui fait que les marées ne sont jamais les mêmes, suivant les lieux. Oui, alors le système solaire, c'est évidemment aussi les transsaturniennes. Oui, alors c'est effectivement, c'est Uranus, Neptune. Alors c'est très amusant que dans leur dernier congrès, il y a 6 mois, des astronomes ont fait un vote démocratique pour dire que Pluton n'était pas une planète. Mais je les soupçonne d'avoir une dent contre les astrologues et d'avoir voulu retirer, de retirer la cravate, le tapis sous les pieds des astrologues. Je les soupçonne de ça, ce qui est mauvais, parce que c'est un combat idéologique. Alors effectivement, Pluton, mais ça me permet de rebondir sur Cérès, parce que moi qui suis très, très astronome, j'ai toujours été étonné que les astrologues ne tiennent pas compte de Cérès. Donc Cérès, c'est d'où viennent les astéroïdes, et au mois d'août on voit les astéroïdes. Cérès est la meilleure version, la version la plus possible, c'est qu'une planète entre Mars et Jupiter a été volatilisée. Et donc c'est tous les morceaux de cette volatilisation qui tournent autour. Et le plus gros de cet astéroïde, c'est donc Cérès, déesse de la moisson. C'est le premier à avoir été découvert par un Italien en XVIIIe siècle. Et donc, alors, moi, à un moment, je savais pas mal de Cérès, d'où vient Céréales, la déesse des moissons, qui correspond à la Vierge, parce que, puisqu'on parle d'astrologie en ce moment, les astrologues se foutent une fois de plus le doigt dans l'œil, jusqu'au coude, en faisant de Mercure un maître de la Vierge. Mercure est le maître des Gémeaux, terminé. Et le maître de la Vierge, c'est Cérès. Et d'ailleurs, Cérès est représenté, déesse des moissons, avec un épi de blé. Et donc, Cérès, céréales, c'est Cérès, le maître de... Si on est un astrologue pur. Si on est un astrologue cohérent, on abandonne Mercure, maître des Gémeaux, c'est Cérès. Bon. Et donc, Cérès, Cérès est le plus gros des astéroïdes. C'est un astéroïde on va dire, imaginez qu'un dieu, un démon, mette sa patte sur la France et arrache la France de l'Europe, et que ce morceau circule dans le ciel. Cérès a les dimensions à peu près de notre hexagone, quoi. C'est le plus gros. Mais ce qui compte, c'est pas tant Cérès en tant que tel que l'orbite. Alors là, il faut voir la loi de Bode, si chère à Jean-Pierre Nicolas. Elle s'inscrit dans la loi de Bode. Elle s'inscrit dans la loi de Bode. Et donc, moi, ce que je suis surpris, c'est que beaucoup d'astrologues ne connaissent même pas l'existence de Cérès, parce que entre ne pas la connaître et puis la connaître et ne pas l'utiliser, mais ne pas la connaître, là, je trouve que les astrologues, culturellement, sont au-dessus de tout. Je peux dire le mot, quoi. Sont au-dessus de tout. Alors, donc, ce travail sur Victor Hugo, alors tu essaies de me répondre pourquoi tu n'avais pas tenu compte du signe solaire. C'est parce que ce qui compte chez un natif, je donne la raison, c'est que un embryon, un fœtus, n'est pas in utero soumis à la force d'attraction universelle. Ce qui fait qu'une femme enceinte vous dit, il tourne dans mon ventre, des fois il tourne pas assez, celui-là c'est un acrobate, il n'arrête pas de bouger. Le fœtus est analogue à un akosmonaute dans sa capsule.
soumis à l'apesanteur, ou non soumis à l'apesanteur. Et qu'est-ce que c'est que la naissance? C'est que la naissance, c'est que brutalement, le natif est soumis au moment gravitationnel du lieu et du moment. Et ça, c'est l'empreinte de Konrad Lorenz. Konrad Lorenz avait démontré que les oies qui cassaient leur œuf, le premier être vivant qu'ils voyaient, ils le prenaient pour leur mère. Oui. Et donc, on voit des tas de photos qui ont fait traverser le monde entier, avec Konrad Lorenz suivi par un tas d'oies qu'ils prenaient pour leur mère. Et donc, c'est l'empreinte. Eh bien, le moment gravitationnel au moment de la naissance, c'est une empreinte qui s'inscrit dans les tissus nerveux du natif, et ça va constituer sa structure énergétique. C'est-à-dire que l'énergie qui va l'animer, c'est l'énergie du moment gravitationnel du moment de sa naissance. Oui, mais alors le problème... Et là, le signe solaire est secondaire. Ben, il est secondaire, en sens que la position du soleil est fondamentale en fonction des aspects qu'il a avec... Voilà. Alors, ça reste fondamental, bien sûr. Et puis, sur un plan symbolique, le soleil représente, on va dire, l'idéal de vie, l'idéal du mois. L'idéal du mois. Mais est-ce que ça n'implique pas aussi que tu relativises l'importance du découpage zodiacal lui-même? À savoir quel découpage? C'est-à-dire que, peut-être avant de donner plus d'importance aux aspects entre planètes, qu'au passage d'une planète dans un signe. Ah oui, pour moi c'est secondaire. C'est ça. Ah oui, c'est complètement secondaire. Ce qui importe, c'est les aspects qu'une planète a avec... Alors d'une part, les aspects qu'elle a avec les autres planètes, et d'autre part, alors on m'accuse parce que les astrologues me comprennent pas, parce que, bon, j'ai des excuses, ils savent pas ce qu'ils font, ils n'arrivent pas à me comprendre, ils veulent pas me comprendre, bon, ça les regarde, hein. Tout le monde a le droit de rester idiot, et je mets la liberté au-dessus de la vérité. Eh bien, les astrologues me disent, ouais, tu te sers pas du système des maisons. Alors effectivement, je ne me sers pas du tout, faut me rappeler les maîtres des maisons, le système Manilius, non? Qu'est-ce qu'il y a? Non, il y a Placidus, Montanus, Campanus. Voilà, c'est ça. Donc je laisse tomber totalement le système des maisons, mais j'ai un système de maison à moi. Oui. Très, très précis. Très précis. Peltirus. Hein? Peltirus. Peltirus. Hein, qui s'appuie entre autres pour donner une référence culturelle, qui s'appuie sur les 5 éléments chinois. Oui. Hein, donc le bois, le feu, la terre, le métal et l'eau. Et donc il y a combien de maisons dans ton système? Alors dans ma maison, on va dire qu'il y en a minimum 4 qui correspondent aux 4 axes. Hein, voilà, pour simplifier. Donc ces 4 axes, on les retrouve un peu dans les autres systèmes. Oui. C'est la trisection que tu refuses. Enfin, je fais une quadrisection. Oui, mais après, là, tu refuses de les diviser à chacun en 3. Oui. Étant donné que ce qui compte, c'est l'angularité aux axes. Hein, ce qui est prouvé par les travaux de Faussurier. Ah oui, ces fameux Faussurier, hein? oui. Eh ben, les travaux de Faussurier prouvent que ce qui compte... Tu peux rappeler à nos spectateurs André Faussurier, parce que c'est vrai qu'il venait à nos congrès il y a 30 ans. Ah oui, il venait à nos congrès, c'était un être délicieux, très timide. Il y avait des scientifiques de service à l'époque, il y avait des gens qui venaient régulièrement. Très timide, enfin il avait l'humilité du vrai savant. Hein? Et alors Faussurier, à la faculté catholique de Lyon, avait un laboratoire. Oui. Et alors, ses recherches dans le laboratoire consistaient à avoir une chambre, une pièce totalement isolée du milieu extérieur. Oui. Alors il y avait du zinc, de l'aluminium, je ne sais pas quoi, enfin, c'était totalement isolé. Donc ce qui se passait dans cette pièce ne pouvait pas être le fruit d'une influence extérieure. Et alors il avait des bains hors de sulfite ou de sulfate de je ne sais pas quoi, et il mettait des plaques. Oui. Il mettait des plaques d'aluminium ou des plaques de je ne sais pas quoi, et il relevait ces plaques et il voyait si sur ces plaques le liquide dans lequel elle baignait dessinait ou pas sur ces plaques des circonvolutions. Et alors, bon, il y avait des moments où la plaque était lisse, il n'y avait rien du tout. Et puis il y avait des moments où il y avait des dessins extrêmement précis, un peu comme les trucs qu'on voit dans les champs, là, vous savez, comment ça s'appelle, entre les dessins dans les champs de blé, tout d'un coup, on trouve...
Ah oui, je ne sais pas très bien. Oui, bon, bref, alors sur ces plaques, il y avait des dessins très, très précis, très bizarres. Et on disait, mais alors, c'est pas la pluie, c'est pas le beau temps, c'est pas les nuages, puisque ma pièce est complètement isolée. Alors, qu'est-ce qui a fait qu'à ce moment-là, et il a remarqué qu'à ce moment-là, c'était une planète qui passait à l'ascendant au milieu du ciel. Oui. Ce qui correspondait, ce qui corroborait les travaux de notre regretté Gauquelin. Oui. Hein, qui, lui, a démontré au CNRS avec des statistiques que les signes solaires, le signe solaire n'a aucune correspondance avec les conditions, et que par contre, un lever ou une culmination de planètes à l'ascendant au milieu du ciel, là ça correspondait au niveau, les militaires avaient Mars à l'ascendant, etc., etc. Et donc, tu n'as pas la maison 5 des amours, la maison 6 de la maladie. J'aime si. Oui, pour moi c'est ridicule. C'est totalement ridicule. C'est totalement ridicule. L'autre jour, je faisais une étude assez poussée sur le caractère de Alexandra David-Néel. Une étude très poussée. Bon, bref. Et donc c'est la voyageuse par excellence, c'est la femme qui a peut-être occidentale, qui a peut-être le plus voyagé dans sa vie. Et alors, je montre son thème à une astrologue, et alors elle me dit, ah ben c'est curieux, il n'y a rien dans la maison des voyages. Voilà. je me suis retenu de rire de sa naïveté, et j'ai rien dit bien sûr, mais c'est de la naïveté totale. Hein. Donc le zodiaque, donc tu es un peu une sorte de fidèle à Kepler en fin de compte. Ah oui, une critique de keplérienne de l'astrologie, oui, où tu ne gardes finalement que les aspects. Disons la structuration énergétique du système solaire. Oui. Voilà. Mais en fin de compte, les configurations, ce sont surtout les conjonctions, les aspects. Alors, les conjonctions, les oppositions, les carrés, et la position en maison suivant mon système de maison. Voilà. C'est-à-dire par exemple, Alain Chivray me montre un jour par hasard le thème natal de sa maman. Et je lui dis, mais dis donc, ta maman, c'est pas quelqu'un qui a peur de tout, qui est très craintive. Elle dit, ah mais absolument, c'est absolument. Je dis, c'est pas étonnant, elle a Mars au descendant. Mars au descendant, c'est-à-dire que si j'ai Mars à l'ascendant, je suis moi martien. Hein? Si j'ai Mars au descendant, je considère le monde comme étant martien par rapport à moi. Voilà, c'est ça. Voilà. Hein? Oui, ça c'est clair. Oui, oui c'est très clair. Et alors l'autre axe, c'est quoi l'autre axe? Donc l'axe. L'axe milieu du ciel, fond du ciel, quoi. Oui, comment tu l'interprètes? Alors l'axe milieu du ciel, le soleil, c'est l'idéal du moi, c'est vraiment le but final. C'est d'arriver à. Il est long le chemin qui mène un être humain à lui-même, c'est réaliser son soleil, c'est être solaire. Hein, suivant son soleil, la position de son soleil et les aspects qu'il a. Bon, soleil Vénus, soleil Saturne, etc. Bon. Moi j'ai une conjonction soleil, Saturne, Uranus. Hein, bon, je suis tout à fait dans l'idéal solaire, est un idéal, un télo, quoi, on va dire, hein, pour résumer, quoi. Un télo, et puis mais un télo marginal, avec Uranus. Hein, je ne peux que piétiner les habitudes. Hein, et comme disait Nietzsche, les êtres humains sont curieux, ils préfèrent leurs habitudes et leurs intérêts. Et les astrologues sont habitués à leur petite manière, à leurs petites habitudes, et ils préfèrent ça à une vérité. Et de toute façon, comme disait aussi Nietzsche, quand on s'approche du soleil, c'est pas pour mieux connaître la vérité, c'est pour plus briller. Et donc, alors, j'en étais où? J'en étais... l'axe oui, alors donc le soleil, c'est vraiment l'idéal du moi, mais pour réaliser le soleil, pour réaliser son être solaire, il faut réaliser d'abord ce qui est au milieu du ciel. D'accord. Par exemple, je prends un exemple, si j'ai une conjonction soleil-Saturne, il faut que j'arrive à être saturnien. Mais il faut que je sois d'abord jupitérien si j'ai un Jupiter au milieu du ciel. Et c'est en devenant jupitérien que je pourrai accéder à l'être saturnien que je dois être. Donc il y a un parcours. C'est un parcours. Et c'est ça que tu indiques aux personnes qui viennent te consulter. Oui, mes consultants. Tu leur expliques qu'il y a des étapes à franchir. Oui, c'est ça, c'est un chemin. Il y a un chemin qui est tracé par le thème. C'est un chemin de vie, c'est ça. C'est un chemin de vie. Hein. Mais alors il peut y avoir des thèmes où il n'y a rien. Enfin, je veux dire, des thèmes où les planètes ne sont pas angulaires, oui, où il n'y a pas d'aspect à la limite. Oui, c'est rare qu'il n'y ait pas d'aspect. Enfin, il n'y a pas d'aspect exact. En tout cas. Oui, je suis assez rigoureux sur les aspects. Hein.
pas plus de 6 degrés pour le carré. Et les angularités aussi, parce que effectivement. Bon, oui, bien sûr, oui, mais il y a. Les angularités, c'est plutôt la maison 12, en fin de compte, c'est plutôt au-dessus. Bah, c'est maison 1, maison 12, maison 9, maison 10, maison 5 ou 6 à 1, et puis maison. Oui, c'est entre les, c'est à cheval sur les deux. C'est à cheval sur les deux, oui, c'est ça. Exactement. Donc effectivement, il y a des thèmes qui sont moins évidents. Alors il y a des thèmes moins parlants, oui, moins parlants, moins parce que tu as moins de facteurs. Comme tu ne joues pas avec 36 facteurs, donc tu as forcément des cas où c'est moins évident. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Et alors, tu utilises rappelle-moi, ton système, ça s'appelle l'astronomie symbolique. Tu utilises, alors au niveau prévisionnel, tu passes par les progressions, par les transits, tu passes par quoi? Aucune prévision. Aucune prévision. Aucune prévision parce que l'être humain est libre. Il est libre, c'est comme disait je ne sais plus qui, il vaut mieux rater sa vie que réussir celle d'un autre. Alors, il n'y a pas de prévision, mais néanmoins, comme tu l'as dit tout à l'heure, il y a des étapes à franchir. Oui, il y a donc quelque part un cursus à suivre. Et par exemple, en ce moment, je donne pas mal d'analyses de thèmes à des parents, parce qu'autour de moi, il se trouve qu'il y a beaucoup de natifs. Hein, et je leur dis, vous gardez ça strictement pour vous. Vous ne dites rien à vos enfants, car même s'ils se trompent dans leur chemin, c'est à eux de découvrir leur chemin. Seulement, vous voyez ce qui se passe. Vous voyez qu'il est en train de se tromper, qu'il prend l'inverse de ce qu'il devrait faire. Mais il est nécessaire qu'il prenne l'inverse de ce qu'il doit faire pour lui-même s'en apercevoir et lui-même rebrousser chemin. Donc vous ne dites rien à vos enfants de ce que je vous dis. Donc tu ne détermines pas dans le temps à quel moment les choses vont. Il y a une succession des choses, mais tu ne sais pas à quelle époque, en quelle année. Non, c'est si vous voulez chaque être humain écoute plus ou moins bien sa liberté. Il écoute sa liberté et il sent, il a l'intuition du chemin qu'il doit faire ou pas. Et dans un chemin, il y a forcément des impasses, forcément des reculades, forcément. J'ai fait un voyage l'autre jour, je suis allé à un mariage à Bordeaux, je me suis trompé 4 ou 5 fois de route. Mais ça fait partie du chemin, ça. Ça fait partie du chemin. Hein, et il faut pas, il faut laisser la liberté. Je suis un enfant du Verseau, la liberté avant tout. Alors si on revient à ce fameux scandale dont tu parlais en 78, qu'est-ce que cette idée de... Donc pour toi, il faut repenser l'idée de science, c'est ça? Enfin, il y a une conception trop positiviste de la science. Oui, la science est l'idéologie de notre époque. C'est une idéologie. Mais alors, paradoxalement, toi, ta démarche se veut scientifique d'une certaine manière, puisque justement, tu revendiques une certaine orthodoxie astronomique. Oui, tout à fait. Mais ce qui m'intéresse, c'est une orthodoxie. C'est-à-dire que par rapport aux astronomes officiels, je me sers de leur précision, de leur objectivité, mais je récuse leur état d'esprit. Oui. Hein, c'est-à-dire que mon état d'esprit est beaucoup plus large que le leur, mais je leur emprunte leur objectivité, leur rigueur, et puis leur sens de la réalité. Je parlais tout à l'heure de Cérès. Les astrologues ignorent Cérès. La plupart des astrologues ignorent Cérès. Ignorer Cérès, c'est ignorer une pièce de son appartement. Mais pourquoi les astronomes, alors que toi qui les fréquentes peut-être un peu, pourquoi les astronomes rejettent-ils l'astrologie? Parce que la science est une idéologie scientiste, une idéologie rationaliste. Et en tant qu'ils sont rationalistes, ils refusent tout ce qui ne rentre pas dans le cadre étroit du rationalisme, qui est un rationalisme matérialiste. Hein, et l'astrologie. Alors l'astrologie implique, on va dire, une influence du ciel. Hein, quelle soit la raison. Et une influence du ciel, pour un scientifique, c'est exclu. Oui. Tout se passe sur Terre de façon matérielle. Et quelqu'un qui invoque l'influence du ciel, alors, un scientifique peut par ailleurs être un religieux, un croyant, mais il y a un mur étanche entre sa vie de croyant et de religieux et sa vie de scientifique. Donc il va croire au ciel comme ceux qui croient au ciel et ceux qui n'y croient pas. Il va croire au ciel dans sa vie privée, mais dans sa pratique scientifique, le ciel est exclu. Voilà, tout à fait, oui. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer de faire... il est exclu dans la mesure où l'astrologue affirme que le système solaire agit sur l'être humain. Donc ça c'est quelque chose qu'il ne peut pas accepter. Mais il pourrait peut-être plus facilement accepter l'idée que les êtres humains ont choisi certaines configurations pour
marquer le temps social, enfin pour... De toute façon, le calendrier est purement céleste. Et les gens s'aperçoivent, à commencer les scientifiques, ne s'aperçoivent pas que lundi c'est le jour de la Lune, mardi c'est le jour de Mars, mercredi le jour de Mercure, etc., etc. On baille dans, c'est le ciel, comme disaient les Chinois, c'est le ciel qui régit la Terre. Le mois. On dit que notre calendrier, le calendrier julien ou plutôt grégorien, est solaire. Non, non. Il est divisé en mois. Le mot mois vient du mot grec men. Men, c'est la lune, d'où vient monstru. Et un mois, c'est une lunaison. Hein, en anglais, on dit moon et month. Et moon. Hein, Donc, sans qu'on le sache, on est régi par le régime du ciel. Sauf que le début du mois du calendrier ne coïncide plus avec comme le calendrier lunaire, avec la conjonction soleil-lune. Non, mais c'est Charles VI en 1500 et quelques qui a fait que le début de l'année commençait au 1er janvier au lieu de commencer... Charles IX. Charles IX, oui, c'est ça. Mais de toute façon, tout calendrier, quel qu'il soit, met le début de l'année soit un solstice, soit un équinoxe. Les Celtes le mettaient à l'équinoxe d'automne. Hein, lorsque l'année commençait au 1er avril, c'était l'équinoxe de printemps. Et puis maintenant qu'on le met, on le met avec le 1er janvier au solstice d'hiver. De toute façon, tout calendrier se met à un solstice ou à un équinoxe. Donc, en fait, tout calendrier, on va dire, est céleste, qu'on le sache ou pas. On va un petit interlude. Je vois cette affiche là, Tintin et Milot chez le morphopsychologue. Ça nous rappelle que Nantes a été la ville du docteur Cormand. Ah oui. Et que tu as dû connaître à une certaine époque Marianne Clavel ou Clavel. Très bien, Marianne Clavel. Oui, alors, elle avait créé même l'astromorphopsychologie. Oui. Est-ce qu'il y a un rapport entre la morphopsychologie et l'astrologie? Non, je sais que Cormand utilise les symboliques planétaires. Aucun. Il s'est amusé non, il n'y a aucun rapport. Il n'y a aucun rapport. Cela dit, Cormand, qui ne connaissait pas l'astrologie, qui ne voulait pas la connaître, se servait d'une morphologie planétaire. Oui, voilà. Et cette morphologie planétaire est très riche et très exacte. C'est-à-dire qu'en tant que morphopsychologue, on peut travailler avec la morphologie planétaire sans que cela corresponde à l'astrologie. Hein. Voilà, c'est ça. D'ailleurs, dans le langage courant, on va dire de quelqu'un qu'il est martial. Bon, c'est Mars. On va dire jovial. Jovial, Jupiter, n'est-ce pas? Lunatique. Parce qu'il est lunatique. Martien, martial. Jovial. Le Saturnisme va l'aider du plomb. Oui. Hein, donc, lunatique. Et on peut même dire mercurien, ça s'entend quelquefois. Ou vénusien. Hein, vénusien d'ailleurs, de Vénus est venu vénal. Oui, parce que les dames qui vendent leur charme sont vénales, ce sont des Vénus. D'ailleurs, le Mercure, ça donnait le commerce. C'est le dieu du commerce, des médecins et des voleurs. Je parle du mercurial aussi. Alors, les mercuriales, tout à fait. Ce sont le calendrier civil est un calendrier céleste. Et l'empereur de Chine, le premier devoir de l'empereur de Chine, c'était son seul devoir d'ailleurs, pratiquement, c'était de créer le calendrier. Là, j'ai reconstitué en 81 le calendrier chinois tel que les Chinois le faisaient il y a 5000 ans. Alors justement, parlons peut-être un peu de ton rapport à la Chine, à l'acupuncture. L'astrologie chinoise, quand même, c'est quelque chose que tu n'acceptes pas, je suppose. Non, le problème que l'astrologie chinoise, c'est une contradiction de la terme. Il n'y a pas d'astrologie chinoise. Voilà, c'est ça, oui. Non, ce qu'on appelle l'astrologie chinoise n'a strictement rien à voir avec l'astrologie occidentale. C'est tout à fait autre chose. Oui. Tout à fait autre. Alors, j'ai bien travaillé les Karmadec. Et oui, Huon de Karmadec, Jean-Michel de Karmadec. De Karmadec, j'ai beaucoup travaillé avec lui. Tu étais même venu peut-être à Londres, je me souviens pas. Oui, j'étais venu. En 1981. Oui, j'étais venu à Londres. À l'ambassade du Cambodge. Oui, j'étais venu. Non, il n'y a pas d'astrologie chinoise, ça n'a strictement rien à voir. Alors, il y a les signes chinois, le dragon, etc. On les identifie à nos signes zodiacaux. Non, ça n'a rien à voir, et de toute façon, c'est complètement secondaire. Dans les signes chinois, ça n'a rien à voir avec les signes, et c'est complètement secondaire dans ce qu'on appelle à tort l'astrologie. Oui. Vraiment rien à voir. Mais néanmoins, par contre, toi, est-ce que tu as une culture de la Chine? Oui, je suis acupuncteur. Moi, l'astrologie, c'est ma danseuse.
Oui. Hein, c'est la danseuse. Sur un plan économique, moi je vis avec l'acupuncture. Oui, c'est ça. Donc j'ai fait des études d'acupuncture, donc je me suis initié à la pensée chinoise, notamment avec le père Lars, qui est un grand sinologue, qui a créé le dictionnaire Ricci, qui est le grand dictionnaire chinois. C'était un ami. Oui, donc je suis pétri de pensée chinoise, mais la pensée chinoise taoïste, celle pas l'actuelle, hein, parce que l'actuelle, avec le passage la montée au pouvoir des marxistes, du passé ils ont fait table rase, et donc la pensée chinoise actuelle n'a strictement plus rien à voir avec la pensée chinoise traditionnelle. Ils ont perdu leur culture, comme on peut dire, comme les Italiens ne parlent plus latin. Et le fait que le problème que les nouvelles planètes, ou même Cérès, n'étaient pas connues de l'Antiquité, ça ne te fait pas problème. Ça veut dire, est-ce que... non, ça me fait pas... Non, ça me fait pas... Et le nom des planètes aussi, parce qu'apparemment, tu parles de Cérès, en fin de compte, c'est un nom qui a été donné par le milieu astronomique, en fin de compte. Oui, alors ça, c'est un grand mystère. Ben oui. Parce que je prends Neptune, par exemple. Neptune. Neptune a été découverte par un astronome pur et dur, et qui est d'ailleurs plus mathématicien que... Oui, le Verrier. Le Verrier, hein, qui par le calcul... des perturbations d'Uranus. Oui. Donc, les astronomes à la lunette ont effectivement vérifié les calculs de Le Verrier et ont dit, bon, bah, effectivement, on a pu percevoir, grâce au calcul de Le Verrier, on a pu percevoir Neptune. Eh bien, tout le concert des astronomes du milieu du Xe siècle étaient tous d'accord pour que ce qu'on appelle actuellement Neptune s'appelle Le Verrier. Oui, c'est vrai. Oui. Ouais. Et c'est Le Verrier qui a refusé. Et alors on dit, il a refusé, il a dit non, ce sera Neptune. C'était la même chose s'est passé d'ailleurs avec Uranus, parce qu'on voulait l'appeler Herschel. Oui, Uranus, oui, exactement. Et d'ailleurs, le H de Uranus, c'est le H de Herschel. Il y a encore des gens qui ont voulu. Et Pluton aussi. Pluton aussi, il y a une histoire comme ça. Oui, alors ça, c'est très mystérieux. Ah oui, alors justement. Alors ça, c'est des astronomes qui seraient des oracles. Oui. Alors on dit que Le Verrier aurait eu un rêve. Oui, c'est ce qu'on dit. Hein, aurait eu un rêve dans lequel il serait apparu le Poséidon des Grecs, c'est-à-dire le Neptune des Latins, et Neptune l'aurait enjoint d'appeler sa planète Neptune. On ne peut plus le vérifier, Le Verrier n'est plus là, mais ça c'est un mystère. Oui, c'est un mystère, je voulais connaître ton avis sur ce mystère. Oui, c'est un mystère ça. Mais ça te gêne pas spécialement, tu constates simplement. Donc tu as un côté quand même d'observateur, tu observes que ça... Au début tout à l'heure, ça existe, ça dure, donc voilà. C'est bien, c'est là. C'est là, mais l'être humain est plus un rêveur qu'un réaliste. Hein. Il rêve plus qu'il observe. Hein. Alors cette astrologie... cette astronomie symbolique. Cette astronomie symbolique... que tu m'as dédicacé un exemplaire, oui, donc je reviens te redonner, c'est astrologie symbolique. Elle a le mérite effectivement d'élaguer beaucoup de choses, d'évacuer ce qui est. Alors finalement, tu penses que l'astrologie s'est dévoyée, c'est-à-dire qu'elle a. Alors oui, totalement. Comment tout ça alors, qu'est-ce qui lui est arrivé? Comment est-ce qu'elle a pu s'égarer à ce point? Je pense à la chose suivante, c'est que quelque chose, la vérité, c'était René Char qui disait la lucidité est la blessure la plus proche du soleil. Et donc la lucidité brûle. Et ça brûle tellement qu'il faut mettre un pare-feu. Et donc l'astrologie est tout un système, toute une grammaire, un algorithme destiné à ce que la vérité qu'il y a dans les astres ne brûle pas l'être humain. Oui. Voilà, moi c'est ce que je pense. Mais c'est très bien. Donc tu penses qu'il y a des gens qui sont capables de capter la vérité et d'autres qui n'en sont pas capables. Enfin, par exemple, toi tu as décelé qu'il y avait des choses qui n'avaient pas à être là. Non, oui. Non, je vais donner un exemple très précis. J'ai un neveu qui avait 3 enfants. Qui a 3 enfants. Et son 3e enfant, sa femme, son épouse, m'a dit Jean-Marie, est-ce que vous pouvez me faire le thème natal de mon 3e enfant Léonie, une fille. Et à ce moment-là, j'étais pas du tout en forme, etc. J'ai pas fait. Et à chaque fois que je la voyais, c'était pas souvent pourtant,
Elle me disait, mais Jean-Marie, pourquoi vous ne faites pas alors j'ai dit, mais pourquoi vous insistez comme ça c'est de l'astrologie, que vous croyez à l'astrologie, c'est pas sérieux. Elle me dit, écoutez, vous m'avez fait en astronomie symbolique le thème de mes deux aînés, qui ont actuellement 10 ans et 8 ans, et ça m'aide tellement dans leur éducation que je voudrais que vous fassiez le thème du profil. Là, vous ne pouvez pas les refuser. Alors là, j'ai pas refusé, je l'ai fait. Voilà. Ça, c'est du concret. Parce qu'une mère, une brave mère qui connaît rien à l'astrologie, à qui j'ai donné le résultat du thème natal, et que ça l'aide, mais ça l'aide dans son éducation tous les jours. Revenons justement sur ce point-là. Tout à l'heure, tu as esquissé cette idée d'un parcours obligé, par lequel il faut des étapes obligées. C'est ça l'essentiel de ton propos quand tu interprètes un thème. Qu'est-ce qui est si justement précieux pour les personnes qui t'entendent? Alors, là ce qu'il faut voir, c'est que si quelqu'un demande une consultation, il y a toujours une raison très précise. Parce que les gens commencent par dire c'est pour mieux me connaître. Non, c'est qu'ils ont un problème d'ordre professionnel, d'ordre sentimental, ils ont un vrai problème. Et ce problème-là, ils sont empêtrés dedans, ils n'arrivent pas à le résoudre. Et pour le résoudre, ils se tournent vers une personne extérieure. Ils se tournent vers une personne extérieure. Alors ça peut être le curé du village, ça peut être un psychanalyste, ça peut être une voyante, ça peut être un thérapeute parallèle, et ça peut être quelqu'un qui est astrologue. Mais l'important, c'est le problème dans lequel il est empêtré. Alors moi, quand quelqu'un me fait une demande, je commence par lui dire, mais pourquoi? Quel est votre problème actuel? Et le travail qu'on va faire, ça va vous être utile en quoi? En quoi ça va vous être utile? En quoi ça peut vous servir? À quoi ça peut vous servir concrètement dans votre vie actuelle, dans le problème que vous avez actuellement? Et je ne fais rien tant que ça, c'est pas mis noir sur blanc. Ah oui. Ah oui. Et sinon, c'est inutile. C'est inutile de dire à quelqu'un, de parler à quelqu'un de son thème. Dans les conversations de salon, dire vous êtes ci, vous êtes l'ascendant, je sais pas quoi. Donc, ça, c'est exclu, c'est idiot, c'est criminel à la limite. Et donc, une fois que c'est mis noir sur blanc, je dis bon, je l'écris noir sur blanc. Et la personne dit c'est bien ça votre problème actuellement? Oui. Bon, alors on met ça de côté et on analyse le thème. Et une fois que le thème est analysé, elle dit on revient à la question de départ. Est-ce que ça vous éclaire? Alors ça peut être, ah oui, tout à fait, ça peut être un peu beaucoup, pas du tout. Et voilà en quoi consiste une consultation. D'accord, il y a un protocole à suivre. Un protocole, oui. Mais le contenu même de ton propos, c'est bien la circulation, le positionnement des planètes par rapport aux axes. En général, je viens par exemple dans le cadre de la morphopsychologie, puisque j'ai créé le GERM, un groupe d'études et de recherche morphopsychologique, qui publie deux cahiers par an. Et le dernier cahier qui est paru au printemps, là, c'était le portrait morphopsychologique de Marie-Antoinette. Bien. Et dans la foulée, j'ai fait le thème natal de Marie-Antoinette, qui est née à Vienne. Et j'ai comparé les résultats d'analyse morphopsychologique et les résultats du thème. Et à ma grande surprise, enfin une surprise certaine, ça colle parfaitement. Et dans les deux cas, aussi bien en analyse morphopsychologique qu'en analyse de thème natal, le thème se résume toujours à un antagonisme. Il faut découvrir l'antagonisme. Découvrir l'antagonisme. C'est-à-dire que tout être humain est tiré à U et à Dia. Il y a une tension. Il y a une tension, et toute sa vie, ça va être de faire une synthèse de cette tension. Étant donné qu'il y a une partie de sa vie, il suit U et il brûle Dia, une autre partie, il adore Dia et il brûle U, et le but de sa vie, c'est de synthétiser U et Dia et résoudre l'antagonisme. Voilà. Alors, donc, c'est à ça qu'il faut arriver dans l'analyse d'un thème. Quoi s'oppose à quoi? Quoi est antagonisme à quoi? Oui, ça me fait penser un peu à Sant'Agostini qui disait il faut trouver l'échappatoire. C'est autre chose. Oui, c'est toujours l'idée d'une méthode de travail. Il y a un axe à trouver. Il y a une issue. Voilà, il y a une issue. C'est la double contrainte là, qu'il faut résoudre. Chaque thème est porteur de cette information. Oui. Il faut chercher. Mais il faut la trouver. Alors, il faut la trouver, et on peut rester
On peut rester 10 minutes, un quart d'heure devant le thème. Il faut qu'il soit très bien dessiné, sans des surcharges inutiles comme les aspects à l'ascendant ou au milieu du ciel, qui sont complètement inutiles et qui ne servent à rien. Et quand le thème est très bien dessiné, très clair, hein, comme les thèmes qui sont là, à ce moment-là, c'est une contemplation. Et il faut voir l'antagoniste, il faut voir quoi s'oppose à quoi. Hein, voilà, c'est ça. Alors, tout d'un coup, on trouve... on dit c'est évident, on se dit même, comme dans les problèmes de maths, quand on trouve la solution, on se dit mais pourquoi je n'ai pas trouvé? Mais bien sûr. Bon sang, bien sûr. Mais ça demande une concentration, ça demande un travail, ça ne se fait pas comme ça. Et ça se fait avec la personne. Alors oui, ça se fait dans le cas d'une consultation, ça se fait. Et donc dans un premier temps, par exemple, tu peux te dire non, c'est pas ça, par exemple. Comment ça se passe? Alors non, alors oui, alors j'ai dit à la personne, voilà, vous êtes très attiré, vous avez une énergie qui vous dirige vers telle sorte d'activité. Hein, et puis par ailleurs vous avez une énergie qui vous attire vers une autre activité complètement différente et vous êtes tenaillé entre les deux. Oui. Hein, est-ce que vous le sentez? Oui. Ah mais Jean dit mais tout à fait. C'est exactement ça. Donc généralement tu trouves quand même. Oui, tu trouves assez facilement. Donc, oui. Mais la personne est d'accord parce qu'elle est dans un problème. Ah oui. C'est parce que au moment où elle vient, c'est justement à ce moment-là qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Et qu'il est réceptif. À un autre moment, ça serait moins évident. Et je dirais même, ce serait pas évident, et ce serait même très mauvais, c'est même idiot. C'est même idiot. Si je sors de table et qu'on m'invite à déjeuner, ça sert à rien. Mais ces moments-là ne sont même pas liés à une quelconque configuration astrale qui se passe à ce moment-là. Pour moi, non. Pour moi, non, c'est la liberté du chemin. C'est la personne dans son chemin et se bute à un mur et elle veut connaître, elle se bute tellement à un mur, elle piétine tellement qu'elle se dit, allez, j'arrête mes rêves, j'arrête mes faux semblants, et je veux regarder la réalité en face. Mais qu'est-ce qui t'a amené, Jean-Marie Lepelletier, à refuser justement le processus prévisionnel? Parce que prévisionnel, j'entends par là le possible de dire que des événements de la vie peuvent être liés à des choses qui se passent après la naissance. Je pense que notre chemin de vie repose sur notre conscience, sur la liberté de notre conscience. C'est essentiellement ça. Je suis très verso. Enfin, je suis très verso. Je veux dire, je suis très dans l'esprit du verso, c'est-à-dire la liberté individuelle. C'est une position idéologique, c'est une position philosophique. Et puis, je prends par exemple, comment il s'appelle, j'ai assisté à une de ces conférences l'autre jour, la méthode, il a écrit La méthode, un énorme bouquin, La méthode, grand intellectuel français. Tu parles aujourd'hui? Oui. Un auteur actuel? Oui, un philosophe. Sarkozy a repris son expression d'une civilisation, une politique civilisationnelle, il y a quelques mois de ça. Ah, mais je suis désolé. Edgar Morin. Ah oui, d'accord, bien sûr. On en a parlé ce matin d'ailleurs. Edgar Morin. Qui a écrit sur la J'ai assisté à une conférence il y a 1 ou 2 ans d'Edgar Morin. Oui, oui. Et Edgar Morin démontrait par A plus B, avec des exemples à foison, que s'il y avait une chose impossible à faire, c'était de prédire. Ah oui. Et que tout ce qui était attendu n'arrivait pas, et tout ce qui était impossible de prévoir arrivait. Oui. Mais en ce sens-là, tu dois être assez d'accord avec Alain Chivray, parce que tu sais qu'il a... Oui, on dirait même que c'est peut-être à toi qui a une influence sur lui. Non, mais oui, on est d'accord. Il y a une coïncidence, mais c'est un hasard. Oui. C'est un hasard. Je trouve qu'on est d'accord là-dessus. Une horloge cassée nous donne l'heure juste 2 fois par jour. Hein. Oui, d'accord. Mais effectivement, c'est bien cette idée de vouloir vraiment élaguer l'astrologie de tout un ensemble de choses qu'on lui a prêtées, on l'a instrumentalisé, on lui a ajouté des choses. Alors moi, j'ai une comparaison pour ça. Il y a quelquefois quelqu'un qui est malin, qui découvre un vieux tableau dans une poubelle. Alors il y a ceux qui passent à côté, il y a ceux qui, bien qu'ils soient pleins de toiles d'araignées... Toi, comme dirait Kepler, tu n'as pas jeté le bébé avec l'eau du bain. Exactement. Alors il y en a qui prennent le tableau, et puis qui le nettoient bien. Et on découvre que c'est un grand maître, hein, qui a une valeur inestimable. Alors, la différence, les scientifiques qui sont contre l'astrologie, eux, ils passent à côté de la poubelle, et ils disent, un vieux tableau dans une poubelle, c'est pas intéressant.
Et les astrologues, eux, ils prennent le tableau avec ces toiles d'araignée, ces saletés, et puis ils le mettent, ils l'accrochent à leur salon avec les toiles d'araignée. Oui, toi, tu gardes le tableau, mais tu enlèves les toiles d'araignée. Voilà. Et l'astrologie est pleine de toiles d'araignée. Oui, c'est tout à fait. En effet, c'est un bel exemple, effectivement, des trois positions possibles, effectivement. C'est vrai que les astronomes, on peut leur reprocher, ils ont le droit de refuser la tradition astrologique, mais ils pourraient quand même penser qu'il y a quelque chose à trouver. Et qu'ils s'engagent eux-mêmes à faire cette recherche avec leur propre méthode. Mais il n'y a pas de recherche. C'est comme ça. C'est la maison 1, c'est ça. L'ascendant, c'est ça. Et puis c'est tout. C'est un peu comme les gens qui apprennent leur prière, les bons chrétiens qui apprennent leur prière. Qu'est-ce que Dieu est un être parfait. Il y a un catéchisme. Il y a un catéchisme astrologique et il faut suivre le catéchisme. L'exemple que je donnais, Alexandra David-Nil, l'astrologue dit « Ah, mais il n'y a rien dans la maison des voyages. Parce que c'est la grammaire. La grammaire a dit c'est la maison des voyages. Mais même les astronomes, dans leur façon de critiquer l'astrologie, ils attaquent l'astrologie telle qu'elle est et non pas telle qu'elle pourrait être. Tout à fait, tout à fait. Ils passent à côté du tableau dans la poubelle. En disant c'est un tableau dans la poubelle, ça vaut rien. Alors que quelque chose qui dure depuis 4000 ans, il y a forcément quelque chose. Oui, mais enfin, disons que c'est vrai que c'est bien de constater ça, mais ça n'explique pas comment, justement, toi tu dis, il y a comme une dimension de mystère que tu préserves. C'est-à-dire, ça a duré, on ne sait pas pourquoi, ça fait sens, on ne sait pas pourquoi. Alors si, j'ai dit pourquoi. Si, j'ai dit tout à l'heure pourquoi ça fait sens. J'ai dit que... Ça fait sens, mais on ne sait pas pourquoi les astronomes, tout d'un coup, vont appeler Cérès un astéroïde. Ah oui, ça d'accord. Pourquoi le Verrier a voulu que Neptune s'appelle Neptune et non pas le Verrier. Voilà. Et pourtant, tu dis que tu ne te viendrais pas. Par exemple, Pluton, tu as tout à l'heure ironisé sur Pluton. Je suppose que tu considères, à moins que tu me trompes, tu considères que Pluton est bien nommé. Oui, je crois. Oui, je crois. Alors, je suis un petit peu méfiant en ce moment avec, mais je crois que oui. Je crois que oui. Alors, comment il s'appelait Une sorte de providence qui veille sur l'humanité et qui fait que ce qui est dit... On va découvrir Proserpine, comment il s'appelait Carteret. Carteret, j'ai bien connu Carteret. Ah oui. J'ai ces bouquins-là, Carteret, bien sûr. Avec Proserpine, et puis Vulcain. Et voilà. Donc Vulcain entre Mercure et le Soleil. Ben non, lui, il le mettait, oui, mais ça c'était la première hypothèse, mais lui, il le mettait après Proserpine, à la limite. Hein. Ah bon? Ben oui, parce que le cas de Vulcain est très particulier, parce que finalement, ça a été d'abord le nom entre Mercure et... Une intra-mercurienne. Et puis, ça a été abandonné par les astronomes qui ont découvert qu'il n'y avait pas besoin de cette hypothèse, parce qu'en fin de compte, d'après la théorie de la relativité, les perturbations de Mercure n'avaient pas besoin d'être expliquées par un corps céleste intermédiaire. Mais les astronomes ont dit, ben finalement, oui, d'accord, on va quand même garder le nom de Vulcain pour désigner. Mais alors, au lieu que ce soit un truc qui soit à proximité du Soleil, ça se retrouvait à être la planète la plus éloignée du Soleil. Il y a une sorte de paradoxe, c'est-à-dire Vulcain, dieu du feu, ça trouvait désigné quand même de manière un peu bizarre. Il y a aussi la planète du Sagittaire, comment elle s'appelle Chiron. Et oui, ça aussi, c'est apparu il y a 30 ans. Ça, oui. Chiron. J'ai l'étape de Chiron. Oui. Et ça aussi, le nom est convenable. Alors, de la même façon que Cérès correspond pas à Mercure, aux Gémeaux, à la Vierge, pardon, de la même façon, Chiron correspond au Sagittaire. Et alors, le Jupiter correspondrait qu'est-ce qui devient Jupiter? Alors, Jupiter, Jupiter... Il est au Poisson, il est où? Enfin, non, le Poisson, c'est... Non, mais alors, je ne sais pas, dans ton système... Le Poisson, c'est Neptune. Oui, d'accord, alors il a disparu, il n'a plus de signe, Jupiter. Il est sans domicile fixe. Pourquoi pas? Oui. Parce que c'est une planète de synthèse. Là, on est à l'intérieur de la symbolique astrologique, qui pour moi est quand même secondaire. Parce que en fin de compte, la théorie des domiciles, c'est quelque chose qui est discutable. Le fait d'attribuer une planète à un signe. Et d'ailleurs, c'est un peu paradoxal, parce que tout à l'heure, tu nous disais que tu n'étais pas compte des signes zodiacaux. Et là, tu nous parles des domiciles des planètes dans les signes. Oui, mais parce que là, je rentre dans l'astrologie telle que l'astrologie se pratique. Oui. Et à ce moment-là, si j'étais astrologue, je mettrais plus de cohérence que les astrologues en font. De la même façon, par exemple, que si j'étais astrologue,
si je faisais une astrologie classique, quoi. Oui. Hein, eh bien, je n'attribuerais pas à Vénus le symbolisme que les astrologues attribuent à Vénus. C'est ça. Donc moi, j'ai un peu la même démarche que toi. Je dis, moi, j'accepte pas cette théorie, mais si au moins elle était un peu plus organisée, ça serait déjà mieux. Exactement. Celle qui parlait de l'échappatoire, là, comment elle s'appelait Santa Agostini. Clara Sant'Agostini, il avait fait un effort de clarification. Il y avait aussi une italienne, là, comment elle s'appelait, une italienne. Morpurgo. Lisa Morpurgo, que Ah j'ai oui, elle rencontrée. fait des choses intéressantes. Elle faisait aussi. des choses intéressantes aussi. Hein, Elle et clarifiait, justement. Oui, elle avait élaboré toute une sorte de zigzag, d'hélice. Oui, j'ai rencontré. Oui, moi j'étais très proche. Moi aussi j'ai beaucoup travaillé sur les domiciles des planètes, mais c'est vrai que j'ai pris beaucoup de distance. Mais en même temps, je suis un peu comme toi, je dis tant qu'à faire, autant que ce soit construit de manière logique et cohérente. Même si je m'en sers pas, exactement. C'est ça, c'est ta position en fait. Exactement. Oui, exactement. Tu contribues, tu te dis. Mais par contre, on va peut-être faire une petite pause de quelques minutes pour changer la cassette. Et par contre, ce que j'aimerais, c'est que on revienne sur la question de l'origine de l'astrologie, l'origine des rapports entre l'homme et les astres, et aussi comment, malgré tout, les hommes ont fait pour décrypter cet état de choses.